J'ai un exemple marquant. Je me rappelle que par rapport au travail, j'avais rencontré deux expertes qui travaillaient dans un grand groupe technologique et je les ai trouvées super, tellement intelligentes. Et quelques jours après, j'étais allée dans un événement où on parlait du même sujet dont on parlait avec elle. Donc, on parlait de clouds. Donc, vous voyez comme les clouds Google, etc., mais pour les entreprises. Et sur le panel de la conférence, donc, il y avait 4 hommes qui débattaient. Oui. Et c'était très intéressant ce qu'ils disaient. Franchement, chacun avait un point de vue différent. C'était très intéressant. Mais en fait, pour moi, il manquait juste le point de vue des 2 femmes que j'avais vues quelques jours auparavant. Oui. Il manquait juste ça pour boucler le panel. Ouais, ça me faisait réaliser que les femmes expertes en technologie en Côte d'Ivoire, elles étaient vraiment présentes, mais toujours une seule femme dans un service, une seule femme dans une entreprise, et elles étaient moins visibles. Oui. Mais c'est pas forcément parce qu'on veut pas leur donner la visibilité, il y a de tout. Oui, Il y a des fois c'est pour ça, mais il y a des fois aussi c'est peut-être elles-mêmes qui devraient aussi plus célébrer ce qu'elles font, célébrer leur parcours, mettre en lumière leur travail. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans City Mag, le podcast qui donne la parole à ces personnes et personnalités qui impactent positivement leur environnement. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une dame qui évolue dans le secteur de la technologie. Un secteur qui est perçu comme étant dominé par les hommes. Et justement, pour pouvoir pallier ce regard sur la technologie, elle a décidé en tant que consultante en transformation digitale, d'apporter un renouveau et de participer à l'inclusion féminine dans le secteur de la technologie à travers Abidjanaise InTech. Elle est originaire de la République démocratique du Congo, elle fait un passage en France et elle se retrouve en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pour parler d'un sujet qui va plus ou moins intéresser les femmes, il s'agira des femmes dans la tech. Donc, une force collective pour l'Afrique. Et pour en débattre davantage, je reçois aujourd'hui Andrea Longa Muyamba. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Alors, j'ai senti tout à l'heure, quand on avait notre discussion offline, qu'elle était un peu crispée. Voilà, elle sourit, tout va bien. On dit qu'une femme qui rit est à moitié conquise. Donc, j'espère que ça sera le cas et on aura l'opportunité d'entrer dans ton univers de technologie, de digital, qui peut paraître parfois très étrange pour beaucoup de personnes, même si ce sont des outils qu'on utilise au quotidien. Eh bien, la première question qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est pourquoi la technologie ? Bonne question. D'un point de vue personnel, avec du recul, je pense que c'est parce que mon père est informaticien. D'accord. Et il m'a transmis quelque chose. En tout cas, il m'a transmis sa passion étant plus jeune, parce que j'ai toujours été super curieuse au niveau des technologies. J'ai toujours aimé toucher à l'ordinateur, à faire peut-être un peu plus. Donc, pendant que les autres utilisaient MSN à l'époque, donc moi, je cherchais à télécharger des logiciels, essayer des logiciels, faire des montages. Donc, j'ai toujours été très curieuse, même si durant mes études, je me suis pas du tout dirigée vers une filière informatique. D'accord. Mais c'est après un parcours en marketing, plus tard, que je me suis reconvertie professionnellement dans la tech. Et pour ça, est-ce que pour la reconversion, il t'a fallu faire une formation ? Oui. Laquelle particulièrement ? Oui, parce que quand j'ai terminé mes études, j'étais dans le domaine du marketing. Oui. Parce que j'ai fait un master en management. Et en marketing, on utilisait déjà les outils technologiques forcément. Donc, on utilisait des logiciels de CRM. Et donc, déjà même en utilisant... Je vais te faire une petite pause. Ok. Alors, tu as dit quelque chose d'assez, je pense, technique. Oui, c'est vrai. Nous sommes des étrangers plus ou moins et on aimerait véritablement être à l'aise. Voilà. Donc, du coup, ne t'inquiète pas, je vais te reprendre. Tu t'en rends peut-être pas compte à l'instant là, mais pour que tu puisses expliquer les termes que tu utilises pour que nos auditeurs et les personnes qui nous regardent en ce moment puissent comprendre. C'est vrai. Donc, on va dire que le CRM, c'est un logiciel qui est dédié à la gestion commerciale et marketing dans les entreprises. D'accord. Donc, moi, comme je travaillais dans un service marketing, donc les outils qu'on utilisait, on appelle des CRM. Et puis, ça permet de vraiment gérer tout le processus commercial
et aussi tout le processus marketing. Et donc, j'utilisais ce logiciel-là. Mais même en utilisant ce logiciel-là, j'étais une utilisatrice, on va Bien dire. sûr. Mais j'étais aussi intéressée de savoir comment est-ce que les consultants qui derrière, on va dire, la partie qui est réservée aux utilisateurs, Oui. faisaient les paramétrages de ces logiciels-là. Ok. Donc, quand je suis sortie de cette expérience-là et que j'ai vu qu'il y avait des formations, donc des formations de type nouveau, qui te permettaient, donc toi, avec ton expérience métier, Oui. d'ajouter une compétence technique. Donc, eux, ils te forment sur la partie technique pour te permettre de devenir des consultants, donc chefs de projet. Et le rôle de ce type de métier, c'est de faire, on va dire, le lien, l'interface entre les besoins des métiers. Oui. Donc, c'est là où tu utilises ton expérience métier parce que tu connais le métier. Tout à fait. Donc, tu peux comprendre le métier. Et comme tu as appris, on va dire, les bases techniques, donc tu peux aussi parler à des équipes techniques, donc des équipes de développeurs, Oui. pour mieux traduire, on va dire, les besoins métiers pour faciliter, on va dire, le travail de la technique. Là où avant, il n'y avait pas vraiment ce type de métier. Oui. Et donc, tu avais un rapport où on demandait quelque chose, les techniciens faisaient, mais la réponse toujours adaptée. Voilà, n'était pas toujours adaptée. Bon, je grossis, mais globalement, c'est un peu ça. D'accord. On a très bien compris. Je pense que les personnes qui nous suivent aussi ont compris. Oui. Et merci de prendre le temps, en tout cas, d'expliquer de cette façon terre à terre là. Oui. Alors, mais c'est important parce que c'est aussi pour ça que peu de personnes osent en fait aussi faire ces filières-là, parce que c'est toujours des termes compliqués, mais qui finalement ne sont pas compliqués, qu'il faut démystifier et qu'on peut apprendre, on peut se former. Enfin, ça a l'air toujours compliqué, mais c'est jamais si compliqué que ça. Ce n'est pas non plus facile. On te croit sur parole. Alors, on a dit tout à l'heure dans ta biographie que tu étais originaire de la République démocratique du Congo. Je salue tous les Congolais au passage. Et c'est comment qu'on quitte le Congo, enfin une transition par la France, parce qu'il t'a fallu aussi faire un tour là-bas pour les études, et qu'on se retrouve en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours? Donc oui, effectivement, je suis originaire de la RDC. Je suis née en France. Mes deux parents ont quitté la RDC lorsqu'ils étaient étudiants. Ils se sont installés en France et ils y sont restés tous les deux. Donc, mes frères et moi, on est tous nés en France. On a grandi là-bas. Très bien. Et c'est en grandissant que moi-même, en fait, j'ai décidé de venir m'installer. Voilà, que j'ai décidé déjà moi-même d'aller au Congo toute seule pour les premières fois. Et ensuite de m'installer en Côte d'Ivoire, parce que j'ai découvert la Côte d'Ivoire et j'ai bien aimé. Et comment a été la découverte? Comment ça s'est passé? Un coup de cœur. Un coup de cœur. Comment tu as découvert la Côte d'Ivoire? Par des informations, par Non, c'est vraiment par le voyage. Donc, je connaissais la Côte d'Ivoire parce que déjà ma meilleure amie est ivoirienne. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup d'Ivoiriens dans mon entourage. Et donc je connaissais déjà la Côte d'Ivoire de loin, mais j'y avais jamais mis les pieds avant mon premier voyage. Donc et en fait j'avais aussi, bon après il y a les voyages touristiques où là tu vois le pays, mais tu sais pas forcément comment sont les différents écosystèmes, les opportunités de travail, etc. Donc moi déjà, plus pour des raisons personnelles, je venais en Côte d'Ivoire, je voyais un peu le pays. J'ai visité Yamoussoukro, j'ai visité Abidjan, donc j'avais déjà aimé le pays d'un point de vue touristique. Maintenant, d'un point de vue professionnel, avec une amie, on avait monté une association à l'époque qui s'appelle Pan African Stories. Et cette association, elle avait pour objectif de reconnecter la diaspora et le continent. Et on faisait des vidéos comme là. Des vidéos. On faisait des vidéos où on interviewait en fait des héros du quotidien ou des experts. Et puis on essayait de mettre leurs histoires sous format le format utilisé par la jeunesse principalement, donc les réseaux sociaux, les réels, etc. Pour faire passer des messages et vraiment transmettre la culture, etc. Donc à travers ce projet, c'est comme ça que j'ai mis pour la première fois mes pieds en Côte d'Ivoire, mais pour le travail. Parce qu'on organisait un événement. Et quand on organise cet événement, il fallait chercher des artistes ici, il fallait chercher des partenaires, des soutiens. Et quand j'ai fait cette expérience-là,
bon, le coup de cœur a été multiplié encore par 2. Parce que là, j'avais déjà aimé touristiquement. Oui. Là aussi, au niveau du réseau, des opportunités que j'ai pu voir, que j'ai pu comprendre un peu mieux l'économie et même l'histoire et même la structure de la société ivoirienne. Oui. Donc là, j'étais déjà conquise. Donc il manquait juste quelque chose pour déclencher. Le déclic. Et quel a été le déclic justement? Le déclic, ce qui a déclenché vraiment ma venue, c'est une opportunité de travail. Oui. Donc que j'ai eu en 2021. Et donc, en 2021, là, je suis vraiment venue m'installer en Côte d'Ivoire. En fait, c'était pas prévu du tout. Franchement, en début d'année, on m'aurait dit que j'allais finir mon année en Côte d'Ivoire. J'allais pas y croire. Mais quand on m'a proposé l'opportunité, j'avais rien à perdre, en fait. Je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, j'avais envie aussi de venir. Et j'ai passé les entretiens, ça s'est bien passé. J'ai été aussi conquise par la vision panafricaine du groupe dans lequel j'ai travaillé. Oui. Et c'est une institution financière panafricaine. Enfin, vraiment, ça collait vraiment avec tout ce que je faisais, toutes mes convictions. Donc, je me suis dit, OK, je viens. Et puis, bon, si ça marche pas, je rentre. Et bon, on a besoin de savoir la suite du coup. Ça a marché, ça n'a pas marché, ça a marché et puis après le choix a changé. Bon, la suite, je suis toujours là, donc on va dire. Bien entendu. Donc on va dire que ça a marché. Oui. Et il y a eu beaucoup de challenges quand même personnels parce que déjà, quand j'ai accepté l'offre d'emploi, c'était un autre domaine que ce que je faisais. Que ce que je faisais à l'époque. C'est vrai que je m'étais formée dans la technologie, mais je m'étais formée dans une spécialité très précise. C'est laquelle? Donc, alors, comme j'avais expliqué tout à l'heure, le CRM. Oui. Donc, je suis restée dans ça. Donc, ça veut dire que moi, mon métier, il me demandait, en fait, on va dire, d'implémenter des logiciels de CRM dans des entreprises. Donc, ça a mélangé la technologie, mais ça a mélangé aussi les métiers que je connaissais, commercial, marketing. Bien sûr. Là, maintenant, j'arrive dans une institution financière, donc on change de domaine. Tout à fait. D'activité. Ça, c'est de 1. Et puis, on change aussi de type de logiciel, on va dire. Parce que donc, je passe de implémenter des systèmes CRM à implémenter plutôt des systèmes bancaires. Donc, il y a eu un challenge à ce niveau. Aussi, challenge parce que je m'installais... je voulais m'installer seule, etc. Et puis, même si j'avais déjà un bon réseau, j'avais aussi de l'entourage, j'ai des amis, j'ai des proches aussi ici. Mais quand même, tu quittes ta famille, tu viens t'installer dans un nouveau pays. Oui. Donc, il y a ces challenges-là. Et puis après... après, voilà, il y a les hauts et les bas. Mais en fait, les hauts et les bas, pour moi, c'est que des leçons qui te confirment en fait que tu as bien choisi l'endroit où tu veux t'installer. D'accord. On est très content en tout cas de te recevoir en Côte d'Ivoire, que tu sois ici, parce qu'en plus tu apportes à la communauté à travers donc des projets avec Abidjanaise InTech. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet? D'accord. Abidjanaise InTech, c'est pas un projet où je me suis réveillée en me disant je vais entreprendre. Ok. Qui est né comment? C'est venu par hasard, on va dire, parce que donc quand je travaillais dans l'institution financière, on travaillait sur un projet où quand même il fallait en fait qui nécessitait de sortir un peu de sa zone de confort et donc d'aller à la rencontre on va dire de l'écosystème. Donc même si je venais d'arriver, je devais déjà commencer à développer le réseau par rapport à ce projet-là, donc aller aux différents événements technologiques pour rencontrer des fournisseurs, des fournisseurs, des prestataires, etc. Et puis moi-même, je venais d'arriver, je changeais de métier aussi, donc je me suis rendu compte que ce que je faisais avant, j'allais pas pouvoir le faire ici tout de suite. Donc déjà, je me posais la question, et puis en même temps, le secteur bancaire, c'est difficile, c'est pas forcément facile. Donc je me voyais pas non plus sur le long terme. C'est une belle expérience sur le moment, mais sur le long terme, je savais qu'il fallait que je revoie en fait ce que je voulais vraiment faire dans le domaine de la technologie, parce que c'est très très vaste. Il y a tellement de métiers. Là, je vous ai cité un métier, mais il y en a plein. Il y en a vraiment plein.
Donc, il faut savoir quels sont tes... En plus, il y a des métiers qui demandent plus ou moins de technicité. Moi, j'ai aucune technicité informatique. Donc, ça veut dire que je sais pas coder. Enfin, j'ai vraiment pas j'ai même pas l'ingénierie. Mais je travaille dedans. La passion du début est devenue beaucoup plus théorique que pratique. C'est pas théorique, c'est plus fonctionnel. Donc, c'est plus l'informatique pour le métier. Ok. Et alors, il y a des métiers qui vont être plus tournés, on va dire, informatique, vraiment l'ingénierie informatique. Oui. Et il y en a d'autres qui vont être même tournés plus sur l'aspect sensibilisation, formation. Enfin, c'est tellement vaste. Et c'est pour ça aussi que parfois, ça peut paraître un peu bizarre. Oui. Parce qu'il y a tellement de choses et d'options. Donc, et c'est là où ça demande d'être curieux et de faire des recherches. Tout à fait. De s'informer, de demander autour de soi, de demander aux gens que vous connaissez un peu qui font ça, qu'est-ce qu'ils font exactement. Peut-être même que des fois, vous allez vous rendre compte que ce qu'il fait, il y a peut-être des choses à côté que vous aussi, vous pouvez faire. Vous pouvez intégrer le digital dans votre métier. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et c'est en faisant toutes ces recherches-là pour savoir comment ça se passe maintenant en Côte d'Ivoire, puisque avec cette curiosité-là, j'ai envie de savoir qui sont les acteurs, quels sont les acteurs de l'innovation, quelles sont les structures vers lesquelles on peut se tourner pour avoir des informations. En fait, à chaque fois que je faisais des recherches, je voyais des choses très intéressantes aussi. Et je me disais, et aussi il y avait beaucoup de choses qu'on me partageait, mais parce que j'avais accès à plein de gens à travers le travail, les événements, etc., qui avaient ces informations, mais dans leur tête. Je sais pas, c'est pas forcément sur Internet, mais c'était juste en échangeant avec les gens. Et puis, aussi, quand j'allais dans les différents événements, j'ai un exemple marquant. Je me rappelle que par rapport au travail, j'avais rencontré 2 expertes qui travaillaient dans un grand groupe technologique. Et je les ai trouvées super, tellement intelligentes. Et quelques jours après, j'étais allée dans un événement où on parlait du même sujet dont on parlait avec elle. Donc, on parlait de clouds. Et sur le panel de la conférence, donc il y avait 4 hommes qui débattaient. Oui. Et c'était très intéressant ce qu'ils disaient. Franchement, chacun avait un point de vue différent. C'était très intéressant. Mais en fait, pour moi, il manquait juste le point de vue des 2 femmes que j'avais vues quelques jours auparavant. Oui. Il manquait juste ça pour boucler le panel. Et ça a été, on va dire... ça me faisait réaliser... Les prémices, oui. Ouais, ça me faisait réaliser que les femmes expertes en technologie en Côte d'Ivoire, elles étaient vraiment présentes, mais toujours une seule femme dans un service, une seule femme dans une entreprise. Et elles étaient moins visibles. Oui. Mais c'est pas forcément parce qu'on veut pas leur donner la visibilité. Il y a de tout. Oui, il y a des fois, c'est pour ça. Oui. Mais il y a des fois aussi, c'est peut-être elles-mêmes qui devraient aussi plus célébrer ce qu'elles font, célébrer leur parcours, mettre en lumière leur travail, etc. Oui. Donc, c'est un mélange de tout ça. Tout à fait. Et je pense que, et avec mes recherches, et avec tout ça, naturellement, quand j'ai voulu me partager tout ce que j'apprenais, et j'ai commencé en fait à écrire un guide. Et quand j'écrivais, j'avais mes collègues, mes amis qui me disaient mais lance quelque chose, tu fais que d'écrire lance quelque chose. Et je me suis dit oui, pourquoi pas. Et donc et après, comme j'expliquais, j'ai toujours été très active dans l'associatif, etc. Donc j'ai toujours été à l'aise avec les réseaux sociaux, montage, faire du contenu cool. Et le contenu cool que je faisais auparavant, mais plus pour d'autres types de contenus, enfin des interviews, etc. Oui. Après, je me suis dit, je vais aussi faire ça pour créer le contenu autour de ce que j'ai envie de partager sur la technologie. D'accord. Et donc, le Instagram I'm Genèse Tech est né comme ça, avec toutes ces réflexions-là de « Ah, mais il leur manquait une femme ici. » En plus, avec ma copine, on était aussi les 2 seules femmes dans notre équipe à Abidjan. Oui. Et donc, nous, on avait je pense que la façon dont on vivait les projets était un peu différente. Et on parlait beaucoup de ça. On se posait des questions sur ça. Mm-hmm. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est dans l'équipe fondatrice aussi d'Abinez Tech, Anna Koulibaly, je la cite. Voilà. Et je pense qu'avec toutes ces questions-là, toutes ces réflexions-là, sur le Instagram, les premiers posts, ça a été, voilà, je suis une abgenèse de la tech et toi. Et donc, on a lancé une vidéo comme ça. Oui. Je suis une abgenèse de la tech et toi. Et il y a pas mal de personnes qui ont vu le message, qui ont commencé à suivre le compte. Et maintenant, sur le compte, on partageait, le métier. Il y a quoi dans la cybersécurité ? Être chef de projet, c'est quoi ?
les startups, tous les mots bizarres que vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Mais vraiment avec plein de couleurs, des choses qui nous ressemblent, qu'on aime bien. Oui. Et petit à petit, c'est comme ça que les gens me... Et puis moi, j'étais super passionnée. Donc vraiment, même quand on me posait une question, parce qu'il y avait un problème, j'essayais de chercher la solution. Si je l'avais pas, j'allais chercher la solution. Oui. Bref, c'était... La communauté, elle est née comme ça, mais très interactive. Donc, c'est plus une communauté? Au début. Ok. Et la communauté est née comme ça. Et ensuite, il a fallu sortir de mon écran, vu que je commençais à recevoir d'autres types de sollicitations. Oui. Et là, c'était par exemple une communauté qui s'appelle Tech République. Ils organisaient des formations. Et en fait, une des cofondatrices me disait que malheureusement, des fois, sur des événements de 30 personnes, elle pouvait avoir que 2 femmes. Et elle voulait savoir comment est-ce qu'on pouvait avoir plus de femmes au prochain événement. Ouais. Et elle était... elle est toujours product manager. Et donc, on a essayé de comprendre... par rapport déjà à moi, ce que je faisais, je me suis dit que son métier... on ne sait pas ce que c'est, en fait, quand tu lis comme ça. Mais quand elle me parle et qu'elle l'explique, en fait, tu te rends compte que c'est tellement... accessible. En fait, c'est vraiment quelque chose où même si t'es pas ingénieur, je sais pas quoi, tu peux te former par passion, en faisant des formations en ligne, etc. Oui. Donc, on a fait le challenge comme ça. On a fait une vidéo un peu comme dans les médias qu'on voit aujourd'hui, vidéo interview, sauf qu'au lieu de voir ce qu'on voit d'habitude sur Instagram où tu vois peut-être, je sais pas moi, souvent c'est des artistes ou je sais pas quoi, là tu vois une femme dans la tech qui te dit en 3 minutes c'est quoi le product management. Bien sûr. Et ça a fonctionné, donc il y a plein de femmes qui sont allées à l'event, dont certaines aussi qui nous ont écrit, qui ont dit je savais pas ce que c'était, maintenant je sais, j'ai envie d'en savoir plus. Ils ont augmenté leur participation de 30%, et donc on a petit à petit décidé d'organiser d'autres, en tout cas d'être actif sur d'autres actions comme ça. Donc j'ai rassemblé des amis, on a monté une équipe fondatrice de l'association, et puis on a vraiment lancé les activités de l'association en commençant par un premier événement en partenariat avec une communauté existante en Côte d'Ivoire. Alors donc vous vous rassemblez, vous faites des vidéos, et est-ce que vous allez au-delà de ça? Bon, oui, à un moment donné, donc il était temps de sortir d'Instagram. Oui. Et avec cette première approche, ce premier événement, donc il y a d'autres personnes qui voient les photos, les résultats, qui nous contactent également. Et là, c'était pour... je cherche des profils, j'ai vraiment envie qu'il y ait plus de femmes dans mon équipe, comment je peux faire. Donc en fait, différentes problématiques autour du même sujet. Oui. Et donc, là, je sollicite mes amis. Ok. On forme une équipe fondatrice. Et c'est quoi ton rôle dans l'équipe? On n'avait pas encore défini de rôle. On était, en fait, il faut savoir qu'Abidjan Tech, c'est vraiment un projet. C'est comme ça sur instant. Voilà, vraiment sur instant. Je pense que c'est vraiment maintenant qu'on est en train de structurer le projet. Sinon, jusqu'à présent, on a tellement été drivé par la passion. Oui. Donc, parce que personne travaille dans Abidjan Tech, on a tous nos boulots. Oui. Donc, c'est vraiment le week-end, les soirs. On nous propose un truc. Bon, est-ce qu'on aura le temps? Ok, on fait pas. Qui est libre? Ok, exactement. Tu gères. Donc, du coup, vous toi, tu m'aides. Vos énergies. C'est ça. En fait, à chaque fois, on rassemble nos énergies et on a besoin de quoi? Est-ce qu'on a l'argent? On n'a pas l'argent? Bon, ok, qui peut nous aider? Qui dans le réseau a ci? Qui dans le réseau a ça? Oui. Et on essaie de limiter les coûts un maximum et on fait. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et dans ton speech, j'ai pu remarquer que, en fait, il y avait des problématiques qui se posaient. Oui. Et du coup, cette communauté est née pour pouvoir répondre. Voilà, donc c'est là où c'est vrai que, donc comme je disais d'abord, c'était une communauté, comme ça sur Instagram. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je vais en France pour quelques temps. Oui. Et j'avais une frustration parce qu'à Abidjan, on commençait vraiment à faire plein de choses. Oui. Et la période où je suis partie, c'était en juillet. Et en fait, en juillet, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont à Paris. Et en plus, on sortait de Vivatech, un grand événement technologie. Et je me suis rendu compte aussi que mes amis en France, ils voyaient un peu ce que je faisais, mais ils ne comprenaient pas forcément. Donc, je me suis dit, on va faire un brunch et je vais leur présenter Abidjan Tech. On ne sait jamais, vu qu'il y a une connexion entre la diaspora et la Côte d'Ivoire qui est forte. Donc, on peut toujours créer des liens aussi de cette façon, se créer des opportunités de cette façon.
Et en organisant de plus en plus cet event, on fait un petit brunch à 10 personnes à un événement de 80 personnes. Parce que je vois que, il y a telle personne que je connais qui en même temps est là, il y a telle personne. Donc, en fait, j'arrive à rassembler des speakers, des expertes de la tech que je connais. On crée carrément un concept autour. Donc, on dit From Abidjan to Paris. Et puis, on met ça sur Eventbrite, donc une billetterie en ligne. Et il y a plein de gens qui s'inscrivent. Donc, en fait, un vrai intérêt pour l'écosystème ivoirien là-bas. Et l'événement, c'était un petit événement. C'était pas un grand truc. Mais on a vraiment joué sur la qualité des interventions. On a fait du beau contenu autour. Et il y a plein de gens à Abidjan qui ont aimé le concept. Et donc, j'ai été comme ça contactée par des personnes qui sont maintenant nos mentors, qui m'ont dit « Non, mais il faut que vous fassiez la même chose à Abidjan ». Et je me suis dit « Ok, quand je reviens, on va le faire ». Après, bon, l'événement est passé. C'est vrai, j'avais même une baisse de motivation, etc. Mais pareil, j'ai été remotivée, toujours par des mentors aussi qui m'ont beaucoup accompagnée. Et en octobre, quand je reviens à Abidjan, on mobilise encore les équipes. 2023. Ok. On mobilise les équipes. Et là, on refait la même chose à Abidjan, mais encore plus grand. Mais toujours sans argent. Enfin, c'est vraiment... on sollicite notre écosystème. Oui. On utilise le fait qu'il y a des femmes dans la communauté qui sont dans cette boîte. Essayer de pousser le projet. De la participation. Voilà, on prend les places comme ça. Les speakers, on leur pitch le projet. Elles adhèrent. Les speakers hommes aussi, parce que c'est vrai qu'on a un objectif d'augmenter la participation des femmes dans la technologie, mais on le fait vraiment avec l'aide et la bienveillance de tout l'écosystème, tous les acteurs. Donc les acteurs, c'est les hommes qu'on va appeler les E4She, et c'est les entreprises, les acteurs publics. On a vraiment besoin de toute cette chaîne-là pour arriver à atteindre nos objectifs. Donc c'est comme ça qu'on fait notre event à Abidjan, et là on l'appelle une ode à la sororité numérique. Parce que entre juillet et octobre, après l'événement, les gens voulaient garder le contact, donc on a fait un groupe WhatsApp. Donc le groupe WhatsApp privé, de plus en plus de femmes commencent à venir. Tous les jours, on parle. Qui a besoin d'aide? Moi, je cherche à faire ci. Qui sait utiliser ça? Et les besoins. Donc les besoins, je cherche une entreprise, je cherche des marchés, je suis entrepreneur. J'ai pas forcément le réseau pour faire ci. J'ai pas la possibilité d'aller à cet événement-là. Et c'est comme ça que la communauté, elle change, elle évolue. Et par rapport aux besoins, les choses qui y répondent, c'est les services que propose un club d'affaires. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on change et qu'on passe de première étape communauté à club d'affaires. Et donc là, en octobre, c'est vraiment le club d'affaires est lancé. On lance un appel à la sororité numérique. Je suis une abidjanaise de la tech et toi, c'est quoi? C'est rejoindre le club d'affaires. Et ensemble, on va voir comment chacune, avec ce qu'on a, les gens qu'on connaît, les entreprises qu'on a, les contacts qu'on a, on va essayer de se mettre ensemble pour créer des opportunités. Et donc, on fait l'événement comme ça. Donc, pareil, il fonctionne super bien. Et donc là, petit à petit, toute l'année 2023-2024, donc tous les problèmes du départ qui étaient que sur les événements, il n'y avait pas assez de femmes qui pouvaient mettre en avant leur expertise. Et finalement, les opportunités, on les a à travers le networking. Donc, c'est comment on arrive à avoir des invitations, peut-être pour des événements qui sont d'habitude chers, qu'on arrive à négocier à des prix abordables ou même parfois, et même souvent gratuitement, etc. Mais toujours en pitchant vraiment l'idée que là, on veut arriver pour convaincre des besoins de logistique, pour aider certaines femmes qui veulent faire des choses, mais elles n'ont pas le budget pour avoir des salles. Donc vraiment, on anime le club comme ça. Oui. On anime le club comme ça sur toute l'année 2023, 2024. De temps en temps, on fait des événements, même si c'est pas notre activité première, parce que comme je disais, personne ne travaille dans le tech. C'est vraiment quand on a le temps, on fait. Quand on a le temps, on fait. Oui. Mais on en fait quand même de temps en temps. On fait beaucoup de partenariats. Et petit à petit, on structure un vivier. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment un vivier de femmes expertes en technologie qui soient au service de l'écosystème. D'accord. Et qui elles-mêmes font créer des opportunités pour augmenter leur nombre de marchés, trouver des jobs ou avoir plus de visibilité, etc. etc. Donc, c'est comme ça que le club d'affaires vit, on va dire, depuis un certain temps et a évolué maintenant depuis la fin de l'année dernière. Ok. Parce qu'entre-temps,
on commence à avoir d'autres types d'expériences. Je pense qu'une expérience marquante de l'année dernière, c'était l'appel à start-up de la Côte d'Ivoire pour aller à Viva Technologies, qui est le plus grand salon de technologie en Europe. Oui. Et dans cet appel à projet, il y avait peu de femmes qui avaient répondu. Okay. Alors que, et je pense même vraiment pas beaucoup, alors que nous, rien que dans Abidjanese InTech, on avait plus de projets en fait. Donc la question c'était pourquoi est-ce que vous n'avez pas postulé. Oui. Et en fait, certaines n'avaient pas postulé parce que elles ne se sentaient pas forcément légitimes à aller. Okay. Alors que moi, connaissant ce qu'elles font, si vous êtes légitime, surtout que voilà, il y a du coup, d'où vient ce problème de légitimité là? Parce qu'on a comme l'impression que quand les femmes ont un savoir, quand elles expriment, souvent elles sont jugées comme peut-être arrogantes ou elles prennent trop de place. Ou on se retrouve devant des profils qui sont complètement le contraire, qui ont des potentialités, mais qui ont l'air de s'excuser limite, en fait. Ouais. Franchement, il y a plusieurs raisons. Et effectivement, on a cité quelques-unes. Mais c'est vrai qu'il y a il y a ces raisons qui sont très, on va dire, intrinsèques aux femmes, donc qui viennent vraiment de l'intérieur des femmes, où c'est le manque de confiance en soi. Ça peut être l'environnement, on a peur parce qu'il faut être toujours validé par l'écosystème. Enfin, le fait d'avoir cette validation-là, elle fait peur. Tout à fait. C'est vrai. Et à ça, il y a aussi d'autres raisons qui peuvent être aussi très extrinsèques pour le coup. Est-ce que c'est un sujet sur lequel Abidjanese InTech travaille? Oui. Alors déjà, juste pour nous, le fait de travailler sur les sujets en communauté, ça règle 50% de ça. Parce que un des problèmes aussi, c'est comme je disais au départ, souvent quand tu es dans ce domaine, il n'y a pas forcément plusieurs femmes qui sont dans ton service ou qui sont dans ton entreprise qui font la même chose que toi. Donc déjà, cette communauté-là, ça permet que même si dans ton entreprise, tu es seule, dans la communauté, dans l'écosystème, tu n'es pas seule. Donc, ça veut dire que sur des questions qui peuvent te sembler... où tu as besoin, en fait, d'avoir des conseils ou des réponses, tu peux, dans cette communauté-là, poser des questions à des gens qui ne vont pas te juger. Donc, déjà, tu réduis tout ce qui est validation de l'extérieur. Tu le réduis parce que on fait en sorte que ça reste safe et que ça reste bienveillant. Est-ce que ça a permis du coup à augmenter, à accroître en tout cas les participations féminines dans le domaine technologique et en Côte d'Ivoire et aussi à ces événements d'envergure internationale dont tu parlais tout à l'heure? Oui, beaucoup parce que ce qui est bien, et là aussi tout à l'heure je disais qu'il fallait vraiment de tout, sensibiliser vraiment tout l'écosystème et l'écosystème a bien accueilli le projet. Et donc ça veut dire que beaucoup d'initiatives qui ont vraiment la volonté, parce que ça aussi, c'est un sujet, il faut vraiment avoir la volonté de faire bouger les choses. On arrive à travailler ensemble, toujours en amont d'une initiative, pour voir déjà comment est-ce qu'on va mettre en place plusieurs actions pour arriver à ce qui est plus de femmes qui puissent mettre en avant leur expertise. Donc, il y a ce travail-là qui est fait. Et puis après, on essaye de mettre vraiment des actions très précises comme mentorat, des choses comme ça pour pouvoir toujours limiter, on va dire, et briser ces obstacles-là. On sait qu'il y a Abidjanese InTech dont tu viens de parler, mais aussi il y a d'autres organisations qui ont plus ou moins les mêmes terminologies avec des villes différentes. Quelle est la différence entre Abidjanese InTech et les autres? Par exemple, Dakaroise, je crois, il me semble bien. Oui, sénégalaise. Voilà. Donc... c'est plutôt dakaroise ou sénégalaise InTech? Sénégalaise InTech. Sénégalaise InTech. C'est une bonne question. C'est quoi la différence? Ok, donc c'est une très très bonne question. Ce qui se passe quand on a un réseau comme ça, on a beaucoup d'énergie et de talent. Une chose d'abord, j'aimerais aussi aider les personnes qui nous suivent à comprendre. Est-ce que tout ça, ce sont des réseaux? Oui, tout ça, ce sont des réseaux. Okay. Tout ça, ce sont des réseaux. Oui. Et on va dire c'est la phase 3, donc après le club d'affaires. Bien sûr. Là, on est vraiment dans la phase 3. Oui. C'est se positionner en tant que réseau d'expertise et de dire qu'on a un réseau de femmes qui font de la cybersécurité, qui font de l'IA, qui font du développement, ou côté à ses côtés vraiment entrepreneurs, indépendants. On a des fondatrices de start-up, on a des professionnels. On peut répondre à tous les besoins. Donc, solliciter les femmes. Et puis, maintenant, c'est comment on met en place tout ce qu'il y a autour pour faire
pour économiquement que ça fonctionne, Oui. et aussi en termes d'organisation que ça fonctionne. Oui. Et donc, forcément, quand tu as beaucoup de talent Oui. dans ce type de réseau, on va dire que l'énergie a commencé un peu à dépasser, on va dire, les frontières de la Côte d'Ivoire. Okay. Et d'abord, c'était un peu par opportunité. On a été approché par Jamila Kerim, qui aujourd'hui est la fondatrice présidente du Togo, et après par Amandine Pinto, qui est celle du Sénégal. Et elles nous ont demandé est-ce qu'il était possible de faire la même chose dans leur écosystème. Okay. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, on s'est dit que ce qu'on l'a fait, on l'a fait sans ressources, sans financement. On l'a fait juste avec la sororité numérique. Donc la sororité dont je parlais tout à l'heure. Oui. Ça veut dire que c'est réplicable dans d'autres endroits. Bien sûr. Ce qui a été le cas justement avec... Est-ce que c'est vous la base ou bien ça a Oui, c'est ça. Donc c'est nous la base. Et c'est comme ça qu'on a intégré les deux dans Abidjan Tech pendant quelques mois, 6 mois environ. Oui. Pendant 6 mois, elles étaient dans le réseau. Donc elles ont vu ce qu'on a fait, comment ça a fonctionné. Oui. Et après, elles ont lancé Togolaise in Science au Togo et Sénégalaise in Tech au Sénégal. Et ensuite, c'est là qu'on a fait depuis quelque temps tout ce travail de réflexion. Comment on va faire pour que le projet perdure, oui. Et qu'est-ce qu'on veut maintenant. Et donc, on a fait évoluer, on va dire, la vision, oui. Qui de base, c'était vraiment les femmes qui osent la tech dans la tech ivoire. Bien sûr. Maintenant, c'est African Tech, bâtir un vivier d'experts en technologie à l'échelle panafricaine. Oui. Voilà, pour pouvoir créer des synergies en dehors des frontières entre les women tech de différents pays d'Afrique francophone, pour commencer. Et pourquoi cette vision panafricaine là, justement ? Parce qu'en fait, on a eu des expériences panafricaines, oui. Et en fait, l'impact est encore plus fort. Et parce que quand on présente African Tech, en fait, ça permet même de rassembler les chiffres et l'impact de 3 pays. Mm-hmm. Donc, quand tu dis qu'on a 300 expertes en Côte d'Ivoire, là, tu peux dire African Tech, on a 600 expertes en Afrique francophone. Donc, même pour le réseau, après, ça attire plus de potentiel soutien, potentiel sponsor, oui. Etc. Et du coup, cette vision-là aussi, on va dire, contribue quelque part aussi à une synergie, puisque quand j'ai posé la question de la différence, je pense qu'on allait achever sur ça. Tu présentais, du coup, les points communs que vous aviez. Donc, c'était d'établir justement des réseaux. Exact. Et Abidjanaise InTech a été une sorte de hub, ou bien de base ou de racine pour que les autres communautés puissent s'inspirer de l'expérience et puis appliquer la même chose dans leur communauté. Et on va se dire que ça fonctionne de la même manière. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a quand même des petites différences qui ont pu être notées sur le terrain ? Il y a des différences sur le terrain, et c'est pour ça que nous maintenant on observe comment évolue le Sénégal et le Togo, qui évoluent de façon totalement différente, mais il y a des choses quand même, on a quand même une base commune. D'accord. Et on a fait évoluer la base commune justement en fonction des différences qu'on peut avoir dans certains pays. Alors on parlait tout à l'heure de Abidjanaise InTech et toutes ces représentations normalement au Togo et au Sénégal. Est-ce que vous envisagez de grandir ? Est-ce que African InTech veut s'établir dans d'autres pays ? Et quels sont ces pays-là ? Bonne question. Oui, on envisage de grandir. Avec Abidjanaise InTech, la vision, c'était vraiment unir les femmes qui osent la tech dans la tech ivoire, donc l'écosystème technologique ivoirien. Là, avec African InTech, la vision, elle évolue vers bâtir un vivier d'expertes en technologie en Afrique francophone. Donc, c'est une vision qui est à l'échelle panafricaine. Et l'idée, c'est comment on crée des synergies, même en dehors de nos frontières, pour atteindre des objectifs communs de développement de l'inclusion dans le numérique des femmes sur le continent. D'accord. Et c'est là où ça crée... qui ont été visés Et les prochains pays visés, c'est la RDC et le Cameroun. Ah oui. Et comme je disais, comme on disait tout à l'heure, il y a les différences, et c'est ce qu'on étudie même en ce moment, c'est de quelle est l'approche qu'on va avoir pour chaque pays par rapport aux spécificités de chaque écosystème. Donc, par exemple, il y a un pays où peut-être on va plus se focaliser sur les startups, un autre où on sait qu'il y a un côté francophone, il y a un côté anglophone, donc comment est-ce qu'on va aborder tout ça ? Et mais vraiment, la synergie,
c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire dans nos pays d'Afrique francophone, parce qu'il n'y en a pas assez. Et là, le bel exemple qu'on a, c'est que par exemple, en Côte d'Ivoire, on a 2 startups qui sont fondées par des femmes qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont leur country manager pour l'une et leur associé pour l'autre au Sénégal. Donc, c'est vraiment African Tech, en fait. C'est vraiment beaucoup de collaboration. C'est ça. Graphique. Oui, et même pour avoir le partage d'expérience. Donc, pour pas rester que dans son écosystème, mais faire du benchmark, c'est-à-dire comparer. Je vais expliquer. Oui. Comparer ce qui se fait ailleurs et prendre les bonnes pratiques. Oui. Plutôt que changer de référentiel de comparaison. Souvent, on se compare avec ce qui est fait parce qu'on voit sur Internet, etc. Oui. Mais là, avec les réseaux comme ça, comme on a des réseaux de femmes qui sont dans chaque pays, donc on sait ce qui se passe. Et donc, on peut aussi prendre l'expérience de ce qui se passe à côté de chez nous. Oui. Voilà. Avec des réalités qui sont un peu plus proches de chez nous. Et au-delà des réseaux que vous créez, donc avec les différents projets, comment est-ce qu'on peut intéresser des profils, par exemple, tels que moi, qui ne m'intéressent pas spécialement, même si j'utilise des outils liés à la technologie, ou comment est-ce qu'on plante la graine dans la tête de la petite fille, parce que contrairement à peut-être ton expérience, toi qui as déjà eu la curiosité naturelle, comment est-ce qu'on suscite en tout cas le besoin ou la curiosité chez des jeunes filles, ou comment est-ce qu'on peut intéresser aussi la dame qui se trouve peut-être dans un autre domaine, au marché, à la technologie? Comment est-ce que ça se passe? C'est une très bonne question, et même cette question-là, elle va se décomposer parce qu'il y a plusieurs profils. Il y a comment est-ce qu'on va cibler déjà les profils qui sont pas forcément dans la technologie, mais qui ont plein d'options de reconversion. Les femmes qui sont pas dans la technologie, mais qui peuvent utiliser le digital dans leur domaine. Et déjà, même dans AppGenesis Tech et les autres réseaux, on va voir qu'il n'y a pas que des femmes qui sont tech. Et il y a des femmes qui viennent parce qu'elles veulent se former ou parce qu'elles sont intéressées. Et le fait d'être dans les réseaux et de tous les jours voir toutes ces informations-là, elles décident elles-mêmes d'aller plus loin, de rajouter de la formation, de solliciter nos experts, enfin une experte qui a une compétence qui l'intéresse pour se former, etc. Donc il y a déjà cet échange-là même dans la communauté. Donc on a même des docteurs dans la communauté, on a des juristes, on a des gens qui n'ont vraiment rien à voir avec le domaine. Voilà, on a vraiment plein de métiers comme ça aussi qui ont vu AppGenesis Tech et qui sont venus parce qu'elles veulent se former. Maintenant, on a les jeunes filles et c'est là où on va faire beaucoup de give back. En tout cas, on incite. On est dans une back. En quoi ça consiste? Alors la philosophie de AppGenesis Tech, et quand les gens veulent rentrer dans le réseau, on dit vraiment c'est je donne, je reçois. Donc, c'est-à-dire que tu vas recevoir de la communauté, mais tu dois aussi donner. Et une des choses par laquelle on donne, c'est comment on essaye de s'assurer que les jeunes filles qui vont venir après, elles puissent aussi avoir ces modèles de représentation proches, toujours des héros de proximité, on va dire, des modèles de proximité. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour créer des modèles de proximité pour ces jeunes? Et ça va demander du temps qu'on va vraiment inciter nos membres à aller autant qu'elles peuvent dans les écoles, à faire des interventions. Donc, il s'agit de projets Il s'agit de projets à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est souvent à court terme. Et parce qu'à long terme, on n'a pas de ressources pour faire des projets à long terme. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on s'est associé à des programmes qui, eux, ont les ressources pour le faire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a déjà eu des exemples comme ça? Oui, il y a déjà eu des exemples. Oui, on a une des membres qui, du coup, a fait le tour d'écoles à l'intérieur du pays. L'année dernière, non, c'est en 2023. On s'est aussi associé à une caravane, donc la caravane dans plusieurs écoles à l'intérieur du pays également. On a 2 autres programmes, donc le programme de Fondation CEFIS, le programme MTN Yellow, et aussi une école qui s'appelle Institut Ivoirien de Technologie, où là, eux, ils ont déjà structuré le programme et ils ont les ressources pour faire les programmes. Très bien. Et quand vous partez sur le terrain, qu'est-ce que vous faites de manière pratique? C'est la sensibilisation surtout. C'est la sensibilisation surtout, et plus particulièrement avec celui-là où on est en train de travailler, on est en train de voir comment est-ce qu'on va faire tenir le programme sur plus longtemps que juste
que juste ponctuellement. Et on réfléchissait justement à faire quelque chose sur 1 an déjà, et puis le renouveler chaque année, mais aussi donc faire une formation de formateurs, donc former des personnes sur place qui pourront faire perdurer le projet. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on impacte durablement. C'est vraiment notre problématique, même nous-mêmes, parce qu'avec Genesis Tech, peut-être qu'un jour on va arrêter, ou peut-être qu'on sera voilà, donc on sait pas. Donc, non, j'espère pas. J'espère pas. Mais voilà, si un jour l'énergie, on sait pas pour quelle raison, il faut qu'on laisse des choses qui puissent être consultées. Même sur plusieurs années. C'est comme ça qu'on a créé le talk show. Donc un talk show où tu as des experts et des E4She qui décryptent la tech, donc sur YouTube, avec un super standing comme les vidéos qu'on peut voir sur YouTube. Ça permet de toucher aussi au-delà de la Côte d'Ivoire à l'international, que les gens qui sont sur YouTube de n'importe où peuvent voir les expertes et les experts de la technologie ivoirienne. Donc déjà, ça, c'est un des objectifs. Et au moins, même si Genesis Tech n'existe plus, les vidéos seront là. Pareil pour le baromètre, on veut avoir plus de data donc de données sur la situation des femmes dans la tech. Comme ça, on sait que quand on aura terminé ça, même si nous, on n'est plus là, ça reste. Donc maintenant, on est plus dans une logique de vraiment répondre à ces besoins qui sont urgents. Donc, comment est-ce qu'on crée des livrables qui vont rester? Et puis, comment est-ce qu'on... comment maintenant on se met vraiment ensemble, maintenant qu'on a déjà consolidé tout ça, comment est-ce qu'on se structure pour arriver à trouver plus de financement pour les startups, trouver plus de marché pour les experts, etc. Est-ce que, selon ton avis, et depuis que tu es dans le domaine, est-ce que tu penses que les femmes peuvent représenter un avantage, apporter un regard qui peut être bénéfique pour les communautés à travers la technologie? Oui, pour 2 raisons que je vais citer. La première, c'est parce que en fait, même pour la performance, il faut de la diversité. Et la diversité, il faut de la diversité dans les niveaux d'expérience, la diversité dans les compétences et la diversité dans le genre, c'est très important. C'est très important pour la performance et même pour l'innovation. Donc ça, c'est de 1. De 2, parce que de part du fait qu'on est des femmes, naturellement, on a plus tendance à impacter, pas que pour nous, mais aussi autour de nous. Donc ça veut dire que avoir des femmes qui sont qui sont engagées dans ça impacte bien au-delà d'elles. Et donc il y a un 3e que j'ai rajouté aussi, c'est que qu'est-ce que j'allais dire, c'est que les technologies, c'est vrai que pour l'instant on a encore quand même on a du technologie et du hors technologie, mais de plus en plus tout se numérise, on va dire. On est dans une transition numérique. Bien sûr. Donc ça veut dire que petit à petit, tout le monde va toucher en fait au numérique. Justement, donc toutes ces personnes, même ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à la technologie, en fait la technologie c'est une solution même pour régler pas mal de problèmes. Donc ça veut dire qu'il faut s'assurer que tous les utilisateurs de la technologie, puisque ça va toucher tout le monde, que dans cette utilisation, parce que finalement la technologie, c'est vrai que c'est de la technologie, mais c'est conçu déjà par l'homme. Donc si on a plus d'hommes qui conçoivent la technologie, et là c'est des choses qu'on peut voir typiquement avec l'intelligence artificielle, les chats GPT, etc. Il faut que les femmes soient aussi conceptrices de tout ça pour s'assurer que les utilisatrices leurs besoins soient aussi pris en compte. Donc il y a ça. Et puis comme je disais, par exemple pour toutes les personnes qui n'ont pas accès au numérique, qui sont à l'intérieur du pays où là il y a encore une fracture, la technologie, ça peut être un moyen de toucher en fait ces personnes. C'est vrai qu'il y a pas mal encore d'endroits où il n'y a pas toutes les infrastructures, etc. Mais en fait, on peut concevoir des solutions technologiques qui peuvent être accessibles sans Internet. Donc, en fait, c'est vraiment... la technologie peut vraiment être une solution à beaucoup de soucis. Et c'est là où en parlant de solutions, justement, pardon de te reprendre sur ça, mais l'idée est là et elle a besoin de s'exprimer. C'est de savoir si, justement, le gouvernement est un élément qui entre en ligne de compte dans vos actions. Est-ce que le gouvernement
collabore avec vous ou bien vous collaborez avec le gouvernement pour mettre en place ces projets-là? Pour l'instant, on n'est pas, on va dire, on est plus un réseau d'expertise. Donc, on n'a pas comment dire, on n'a pas de ressources pour faire ce type de projet. Nous, notre activité, c'est vraiment de faire l'intermédiation, c'est-à-dire de mettre en relation les acteurs. Donc, ça veut dire que comment on va travailler. Vous pouvez être les intermédiaires entre les bénéficiaires et justement le gouvernement qui a souvent pour obligation de faire naître des projets pour améliorer le quotidien des collectivités. Donc voilà, c'est-à-dire que nous, comment est-ce qu'on peut travailler soit avec le gouvernement ou soit avec les entreprises qui, eux, ont les ressources. C'est vraiment en nous intégrant dans le projet et puis en poussant nos expertes pour qu'elles, qui sont vraiment engagées, qui ont vraiment la volonté, puissent aller à l'intérieur du pays. Ce n'est pas encore le cas C'est pas encore le cas ou il n'y a pas encore eu de début de discussion ou de... S'il y a des débuts de discussion, notamment avec le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, il y a des discussions à ce niveau. Même récemment, on a commencé à approcher aussi d'autres organes pour voir que maintenant, parce qu'il faut dire aussi, ça fait que 1 an et demi que le projet est né. Donc c'est vrai qu'on commence maintenant à se faire connaître. Donc on commence à se présenter aussi aux différents organes pour voir maintenant comment est-ce que nous on peut aider ou aller plus vite sur des choses qui peuvent prendre peut-être plus de temps à cause des procédures, à cause des différentes procédures, ou alors parce qu'il faut des experts et que nous, on a réussi à mobiliser les experts, donc ça peut aller plus vite à passer avec nous. Donc là, c'est vraiment un sujet sur lequel on réfléchit maintenant. Est-ce qu'il y a C'est en bonne voie? Oui, je suis en bonne voie. Okay. Oui, franchement, c'est en bonne voie. On est rassurés. C'est en bonne voie, donc là, ça fait partie des sujets sur lesquels on veut aller parce que il y a eu pas mal d'annonces de programmes là qui vont être faits à l'échelle nationale et du coup c'est des opportunités pour les membres de Abidjan Tech et même dans les autres pays aussi c'est un peu pareil de pouvoir se positionner et de pouvoir elles qui sont les personnes aussi concernées ou qui peuvent plus facilement atteindre des jeunes filles, qu'elles soient à Abidjan, qu'elles soient à l'intérieur du pays. Donc, comment est-ce qu'on arrive à intégrer ces personnes-là qui ont cette volonté d'engagement dans ces projets? D'accord. Et selon toi, de ton parcours depuis la France où tu as vécu et on va dire ton établissement en Afrique et spécialement en Côte d'Ivoire, est-ce que pour toi, il y a une différence entre la diaspora qui se trouve là-bas et les communautés africaines? Bonne question. Est-ce qu'il y a une différence déjà, on prendra dans le domaine dans lequel tu évolues. Est-ce que là-bas, tu penses qu'il y a des compétences là-bas qui pourraient être amenées ici? Ou est-ce que l'Afrique pourrait enseigner des choses aussi aux communautés là-bas, donc de la diaspora? Oui, je pense qu'il y a les ponts qui vont vraiment des deux côtés. Bien sûr. Dans le sens où, oui, il y a beaucoup de plus en plus de personnes de la diaspora qui veulent devenir sur le continent. Et il y a aussi beaucoup de personnes du continent qui travaillent même bien sûr avec les gens de la diaspora, même à l'international, grâce au digital justement. Oui. Donc les échanges se font vraiment des deux côtés. Oui. Et oui, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien. C'est une force, je pense aussi. Je pense que c'est une force d'avoir ces personnes qui ont cet attachement pour le continent et qu'en même temps ont les pieds, qui peuvent avoir les pieds des deux côtés. Ça permet, justement, ça permet aussi de, comment dire, ça permet vraiment de créer des ponts, on va dire. Donc dans la continuité un peu de c'est un peu ça, Tech qui a créé des ponts entre des personnes. Oui, parce que même nous dans les réseaux, on a beaucoup de personnes aussi de la diaspora qui s'intéressent, qui veulent avoir plus d'informations sur le domaine de la technologie en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, ou alors qui veulent juste maintenir le lien avec leur pays d'origine. Oui. Donc aussi sont dedans. Donc c'est une force parce que c'est, comme je disais, la diversité, c'est vraiment à plusieurs niveaux. Oui. Même ça fait partie d'une diversité, d'avoir sur des projets, des idées, des points de vue qui viennent aussi de divers environnements. De divers environnements.
pareil, ça enrichit toujours les sujets. Oui. Bah, si tu as un dernier mot à partager avec nous, parce qu'on est déjà au terme de notre échange. Ok, alors mon mot de la fin, ben, ce serait déjà des remerciements parce que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, c'est, comme je disais, c'est vraiment la sororité dans le numérique. Et même au-delà de la sororité dans le numérique, c'est une bienveillance de l'écosystème et de tous les acteurs qui le composent. Et vraiment, Abigenez InTech, c'est vraiment l'histoire de 300 femmes qui font des choses vraiment extraordinaires, enfin, que ce soit des logiciels qui répondent à des besoins concrets, que ce soit de l'innovation, avec l'utilisation de technologies dont on ne penserait même pas qu'on pouvait le faire, mais elles le font. L'envie de sensibiliser les plus jeunes, les femmes, ou ceux qui n'ont pas forcément accès à ce à quoi nous on a accès. Enfin, vraiment, c'est vraiment la richesse de ce réseau, c'est vraiment la richesse des personnes qui composent ce réseau. Et on vous trouve où? Et on vous retrouve où? Oui, alors pour nous retrouver, on est franchement partout où on peut être. C'est soit sur les réseaux sociaux, oui. Donc Instagram et LinkedIn. Bon, Instagram dernièrement, ils font des caprices, mais bon, on va revenir. Et sur le site web. Donc le site web, c'est abigenezintech.ci et africanintech.com. Et sur LinkedIn, toutes les pages, elles sont sur LinkedIn. Donc, il y a African Tech, Abigenez Tech, Sénégalaise Tech et Togolaise in Science. Donc, et puis d'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux, c'est pareil. D'accord. Enfin, toutes les pages, c'est soit sur LinkedIn, soit sur Instagram ou soit sur le site web. En tout cas, merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. On espère que les personnes qui ont suivi le podcast en ont appris davantage sur ton univers que tu as partagé gracieusement avec nous. Toujours dans City Mag, le podcast qui donne la parole à ces personnes qui changent notre environnement. À très bientôt.